Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Quelle que soit la saison ou le temps, il ne se passe pas une semaine sans que Mona aille voir Steve, son fils, qui tire 7 ans dans la prison d'État pour vol à main armée. L'hiver, Francine, sa vieille amie, lui propose souvent de la conduire dans sa Pinto jaune toute cabossée. En été, Mona prend le car la plupart des fois. Dans le fond, le car ou la voiture, ça lui est égal. Le seul but de la semaine étant les 3/4 d'heure de conversation autorisée dans le parloir. Dans quelques mois, Steve aura payé sa dette envers la société. Voici 7 ans qu'il parle chaque semaine de tout et de rien, du bon vieux temps, quand le quartier n'était pas ce triangle de bâtiments décrépits, promis aux bulldozers. Steve est la seule personne qui lui reste ici-bas. Ne serait-ce lui, son fils, il y a bien longtemps qu'elle se serait endormie pour ne jamais plus se réveiller. De son bungalow près du viaduc, elle entend jour après jour les coups sourds de la boule des démolisseurs qui rasent les maisons et les commerces, qui se rapprochent implacablement, qui transforment le quartier en planète hostile. Ne serait-ce Steve, son fils, le monde auquel elle peut accrocher un souvenir de bonheur est bel et bien évanoui. Steve, son enfant. Au travers des calamités du passé et du présent, Mona s'accroche obstinément à sa foi en son innocence. Un garçon si doux, si confiant. Si elle tenait les voyous qui lui ont tourné la tête 7 ans plus tôt, qui l'ont impliqué dans le vol de la paye des ouvriers de chez Pelletier, l'atelier mécanique. Le coup avait foiré, ils avaient tous été tués, tous sauf Steve. Un jury l'avait condamné sur preuve à peine suffisante, mais préjudiciable. Quoi qu'il en fût, l'argent n'avait jamais été retrouvé. « Jure-moi que tu n'as rien à voir avec tout ça, mon enfant. Jure-moi que tu es innocent et je te soutiendrai. » l'avait-elle supplié. Steve avait juré et Mona avait perdu chaque centime qu'elle avait pu mendier ou emprunter pour obtenir la révision du procès. En vain. Quelques années plus tard, les promoteurs se sont intéressés au quartier. Au début, elle n'accorde guère d'importance au bruit qui court du blabla politique, voilà tout. Personne, Mona l'a assez répété à son amie Francine, personne ne toucherait au quartier. Elle en parle en riant à son fils au cours d'une de ses visites hebdomadaires. À sa surprise, Steve tressaille et ne trouve pas ça drôle du tout. « Toi non plus, tu trouveras pas ça drôle s'ils viennent te dire qu'il faut que tu t'en ailles, » dit-il en la blessant d'un regard chargé de reproches. « Ça n'arrivera pas, Steve, ça n'arrivera pas, tant que je vivrai, » le rassure-t-elle. Quand elle est prête à partir, équilibrant son chapeau noir de paille brillante sur la masse de ses doux cheveux blancs, Steve lui dit « Tu ferais bien de te renseigner sur ces histoires de rénovation urbaine, man. » « Ça t'ennuierait tant que ça, s'ils abattaient la maison? » « Pour sûr, man, que ça m'ennuierait. Cette vieille bicoque, c'est toute ma jeunesse, toute ma vie. » En sortant, Mona se dit que c'était là le premier indice que l'emprisonnement avait pu avoir un effet salutaire sur lui.
D'autant qu'avant, il ne jurait que par Las Vegas, Los Angeles, la grande vie. Dans le car, pendant le trajet du retour, Mona se sent toute réchauffée. Mais quand elle rapporte l'heureuse nouvelle à son amie Francine, celle-ci fait la moue. « Steve, se soucier de ce taudis? Oh, Mona, il pourrait demain les effacer tous de la surface de la terre, il ne verserait pas un pleur. » « Il a dit qu'il y tenait, Francine. Pourquoi m'aurait-il menti? » Francine a bien son idée là-dessus, mais la garde pour elle. Mona est une si douce créature, vraiment une sainte. Pourquoi lui enlever ses illusions? Peu de temps après, un inconnu qui représente quelque chose qu'on appelle le bureau de relogement sonne à sa porte. Il pose à Mona un certain nombre de questions qui lui enlèvent son optimisme quant à la pérennité de sa vieille maison. Steve étant la dernière personne à qui elle pourrait confier ses inquiétudes, un dimanche matin, Mona va trouver monsieur le curé après l'office. Un homme qui a toujours eu sa confiance et dont elle a toujours suivi les conseils. « Ma pauvre Mona, vous aussi. Je crois hélas que toute la paroisse est promise à l'appel des démolisseurs, moi y compris. »« Comment, monsieur le curé, vous voulez dire que... » »« Oui, ma pauvre Mona, ils démolissent l'église le mois prochain et, croyez-moi, les dédommagements qu'ils m'accordent seront à peine suffisants pour construire une petite chapelle ailleurs. Je me demande où je caserai mes fidèles. » Mona, qui est très pieuse, a l'impression que la terre est prête à s'effondrer sous ses pieds. Si le curé ne pouvait arrêter les démolisseurs, personne d'autre ne le pourrait. Surtout pas elle. Elle a du mal à croire que la nouvelle peut produire un tel effet sur Steve. Son visage se décompose derrière les grilles du parloir. « Man, tu peux pas laisser prendre notre maison, tu peux pas! Il doit exister une loi !»« Steve, mon enfant, est-ce vraiment si important pour toi ?» dit-elle, les larmes aux yeux. « Oh, s'il arrivait quelque chose à cet endroit pendant que je suis dans ce trou !»« Hein ?» fait-elle subitement alarmée. « Non, rien, maman, rien. Non, je m'excuse, je disais ça comme ça. » Il baisse la tête et se replie sur lui-même. « Steve, Steve !» Il lève les yeux et la regarde avec désespoir. « Oui, maman. Il n'arrivera rien à la maison. Je te le promets. Je t'en donne ma parole, Steve. » Il lui adresse un sourire chaud, mais tremblant, qui lui va droit au cœur. « Tu me le promets, maman? Vraiment ?» Mona, qui n'a qu'une parole, n'hésite qu'une seconde avant de répondre. « Oui, Steve, je t'en donne ma parole. » « Tu le regretteras pas, maman. Dans quelques mois, quand je sortirai, je te jure que tu le regretteras pas. » Il passe les doigts à travers le grillage et étreint la main de sa mère, qui hoche la tête en fondant en larmes. Mona aime son fils et n'a qu'une parole. Mais que peut l'amour maternel face aux grues et aux bulldozers? A-t-elle conscience du bras de fer qui l'attend? La suite dans quelques instants. Chaque semaine, Mona va voir Steve, son fils, qui termine une peine de 7 ans pour vol à main armée. Ses complices ont tous été tués, l'argent n'a jamais été retrouvé. Quand Mona annonce à Steve que leur maison va être rasée par des promoteurs, il entre dans une rage folle et lui fait promettre de ne jamais laisser abattre la maison. Dans les semaines qui suivent la promesse qu'elle a faite à son fils de refuser de vendre sa maison au promoteur, Mona, qui est très pieuse, prie pour que le comité d'urbanisation soit à court d'argent, que les fonctionnaires fassent grève, que les grues tombent en panne. Entre-temps, les délégués qui s'obstinent à négocier sa maison deviennent moins patients et plus agressifs.
S'il n'est pas dans leur politique de se mettre le public à dos, en ce qui concerne Mona, ils commencent à comprendre qu'elle est bien plus qu'une vieille dame têtue. Il y a quelque chose de fanatique dans sa détermination de refuser leurs offres de plus en plus alléchantes. Quand vient l'automne, il ne reste plus que 5 maisons debout dans cet espace désolé qu'est devenu le quartier. Puis 4, puis 3. Tandis que Mona ne fait aucun geste pour plier bagage. Ils ont abandonné avant d'arriver jusqu'à nous, dit-elle à Steve un jour de visite, avec un sourire bravement fabriqué. T'en es sûr, maman? Est-ce que je te mentirais, Steve? Est-ce que je ne t'ai pas donné ma parole? Steve la regarde longuement avant de secouer la tête. C'est que je te croyais pas capable de ça, maman. De retour chez elle, elle est plus que mal à l'aise et téléphone à son amie Francine pour lui faire part de ses inquiétudes. Tu sais aussi bien que moi que ta maison finira par sauter, Mona, lui dit Francine, très réaliste. Tôt ou tard, tu devras te mettre d'accord avec ces satanés promoteurs. C'est le pot de fer contre le pot de terre, Mona. Il faut te faire une raison. Je vais tout tenter, Francine. Je l'ai promis à Steve. Je pense qu'en prison, il a fait une fixation sur la maison. Tu comprends? Sa jeunesse, les années insouciantes. Et alors? Il sort dans 6 mois. Il faut que je tienne au moins jusque-là, Francine. Si on devait l'abattre avant, il ferait quelque chose d'insensé, qui sait, une tentative d'évasion, par exemple. Il me l'a dit. Aucun territoire, aucune frontière n'est défendu aussi farouchement que Mona défend son modeste chez-soi contre les incursions du comité d'urbanisation. Toutes les bonnes manières et la persuasion des bureaucrates sont aux prises avec elle. Elle feint la rage, la maladie, l'affolement, retarde l'expulsion qui la menace jusqu'à ce que finalement, dans le désert boueux qu'est devenu le quartier, sa maison soit le seul édifice encore debout. Finalement, l'administration perd toute patience et abandonne même son semblant d'humanité. On lui pose un ultimatum. Ou bien elle est dehors avant la fin de la semaine, ou bien elle sera expulsée de force. Mona se sait vaincue. Elle sait aussi qu'elle ne pourra tenir sa promesse à son fils plus longtemps. Va-t-elle lui dire la vérité? Cette fois, elle ne s'adresse pas à Francine, mais à monsieur le curé qui lui fait un discours à propos des péchés véniels, qu'elle ne comprend pas tout à fait, mais qui la rassure. En l'occurrence, le curé admet qu'on ne devrait rien dire à Steve qui puisse compromettre ses chances de sortir de prison à la date fixée. Sachant qu'elle a perdu la partie, Mona s'attaque au travail fastidieux de l'emballage. Les trésors et le fouillis accumulés pendant 57 ans partent jour après jour dans des boîtes de carton et des cajots. Elle commence par le grenier et travaille en progressant vers la cave. Sa vieille amie Francine lui rend visite le jour où elle termine le nettoyage de sa cave. Elle la trouve plus morte que vive en train de pleurer doucement dans un fauteuil à bascule, tandis que ses doigts égrènent machinalement un chapelet. « Mona, que se passe-t-il » Du geste, Mona désigne une bouteille verte à long col recouverte d'une croûte de poussière et de toile d'araignée. Les yeux sombres de Francine s'écarquillent. « Mona, tu as bu. Toi » Mona secoue la tête d'un air funèbre. « Oh non, Francine, oh non. C'est Billy, mon pauvre mari, qui buvait pendant la prohibition. » Francine doit faire un terrible effort pour ne pas éclater de rire. « Ah, tu pensais à notre regretté Billy ?» Oui. Pendant la prohibition, il a ménagé une cache dans la cave à mon insu. C'est là qu'il a caché toutes ses bouteilles. Pauvre Billy. Steve et lui étaient si
proches, si complices. C'est vrai, Mona. Mais ce qui est passé est passé. Pense à l'avenir, au bel appartement qui t'attend, à la libération prochaine de ton fils. Oui, justement, c'est ce qui me tracasse, Francine. Je me demande comment il va prendre tout ça. J'ai manqué à ma parole, Francine. Mais que pouvais-tu faire contre tous ces requins, ma pauvre? Rien, il faut bien l'avouer. Il faut que tu reprennes du poil de la bête, Mona. Tu sais quel jour nous sommes? Dans juste 4 mois, Steve sera à nouveau parmi nous. Allez, cesse de pleurer. Mona hoche la tête et tente un pauvre sourire. Francine est parfaitement consciente de l'immense chagrin de son amie. Voir ainsi cette pauvre vieille pleurer dans sa maison vide la plonge dans une colère noire. Elle se dit, pour se rassurer, que Steve oubliera vite cette vieille masure après quelques mois dans leur nouvel appartement. N'empêche que si elle tenait un de ces fichus promoteurs. Elle fait plus que sa part de travail pour aider son amie à s'installer dans son nouvel appartement. Malheureusement, Mona ne semble éprouver ni flamme, ni courage. N'empêche que, le jour de la libération de Steve, l'appartement n'a rien à envier aux revues d'architecture intérieure. Enfin, presque. Le jour J arrive ainsi bien plus vite que prévu. Elles n'ont pas vu le temps passer. C'est ainsi qu'un lundi ensoleillé, Francine conduit Mona à la prison d'État. Quand Steve, vêtu d'un costume vieux de 7 ans, se retrouve sur le trottoir, elles sont là qui l'attendent. Pendant le trajet du retour, Steve dort la plupart du temps. Mona est silencieuse et Francine, obtenant peu de réponses, se retrouve vite à court de banalités. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout chez sa vieille amie et suppose qu'elle se fait du souci en se demandant comment Steve va réagir en apprenant la vérité. Francine avait longuement insisté auprès de Mona pour qu'elle dise à son fils la vérité tout de suite. Mais Mona avait refusé net, sans donner la moindre explication. Quand elles atteignent la ville, Mona sort de sa torpeur. « Tu viens à la maison avec nous, Francine, pour le café? »« Non, merci, Mona. Il faut que je rentre chez moi. »« Allons, viens, il n'y a personne qui t'attend. » Steve émet un rire bref et agacé. « Mais qu'est-ce que vous avez toutes les deux? À vous voir, on croirait que j'entre en prison, pas que j'en sors. » Aucune des deux femmes ne répond. « Hé !» s'exclame Steve. « Où est-ce que vous allez? C'est pas par là? »« Si, c'est par là. » fait Mona en se détournant pour que son fils ne puisse pas voir son visage. Non mais, c'est pas parce que je ne suis pas venu depuis 7 ans qu'il faut faire des grands détours, hein. Je me suis suffisamment rappelé la ville pendant toutes ces heures d'ennui. Je veux rentrer directement chez moi. Nous y sommes, Steve, murmure Mona. Francine essaie d'aider son amie. Une surprise, Steve. Ta maman voulait te faire une surprise en ne te parlant pas de votre nouvel appartement. Quoi? Hurle Steve. Quel nouvel appartement? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'appartement? Et la maison? Où est la maison? Steve! Crie Mona à son tour. C'est sans doute l'unique fois de sa vie que Mona élève la voix. Francine et Steve la regardent abasourdis. Même Steve, qui sort de 7 ans de détention et qui en a vu d'autres, est figé, bouche ouverte. Francine, conduis-nous à l'église, s'il te plaît. À l'église? Francine, je t'en prie, fais-moi plaisir. Francine hausse les épaules tandis que Steve se renfrogne à l'arrière de la vieille voiture. Le trajet est plus sinistre qu'un enterrement. Du moins, pour Francine et Steve, car un léger sourire éclaire peu à peu le visage ridé de Mona. « Qu'est-ce que tu veux que j'aille fiche à l'église ?» marmonne finalement Steve. « Tu verras, Steve, tu verras. » Quand ils arrivent, Mona dit
Viens avec moi, mon petit. Oh, laisse tomber, maman. Je suis pas d'humeur à ça. Steve, viens avec moi. Steve hausse les épaules et suit sa mère. Ah, une nouvelle église? Ne peut-il s'empêcher de demander. Oui, une nouvelle église. Regarde comme elle est belle. 2 fois plus grande que l'ancienne. Ah, ils ont donc rasé tout le quartier? Fait Steve. Oui, tout le quartier, Steve. Man, quand t'as déménagé, t'as rien vu dans la cave? Tu sais, papa avait construit une cache et... Regarde, Steve, regarde la belle église que notre curé a fait bâtir. Mais avec quel argent il a fait ça? Demande Steve, de plus en plus mal à l'aise. Un donateur anonyme, Steve. Monsieur le curé a reçu un paquet contenant des milliers de dollars. « Maman !» crie Steve. « Maman, ne me dis pas que t'as trouvé la cache de papa et tout ce qu'elle contenait !» Si, mon petit, si. Je l'ai trouvée avec tout ce qu'elle contenait. Pourquoi m'as-tu menti quand tu m'as juré que tu étais innocent? Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.